Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Rendez-vous derrière les portes dérobées d'une grande institution française, la Monnaie de Paris. Expérimentation, mix and match et collection en tout genre, c'est parti pour une plongée dans l'univers de Daniel Rosenstock. Ah, la Grèce, son eau turquoise, sa cuisine méditerranéenne. Voici 3 adresses parisiennes pour vous donner un petit goût de vacances. Être sur la paille n'est pas toujours mauvais signe et c'est Célia Suzanne, marketeuse, qui nous en parle. Bon pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Chez Oden, on ne fait pas de vinaigrette, mais bien des cosmétiques. Ici, les huiles végétales sont reines et made in France. Une histoire de famille où les créatrices Laurence Lamère et Marion Lafille vont jusque dans les champs pour rencontrer les agriculteurs et producteurs des produits qui composeront leur création ultra nature. Bien joué les filles! Vous connaissez Casper le fantôme, voici sa version design Louis Ghost. Incontournable pièce du design du créateur Philippe Starck, cette chaise est inspirée d'un des fauteuils de Louis XVI. Souvent relookée, malmenée, transformée, c'est la reine des collabs, ce qui en fait sûrement son secret de longévité. Le plastique, c'est fantastique. Qui n'a jamais reçu ou envoyé un SMS à son ex un soir de fête un peu arrosé, par exemple? Après la création de l'excellent compte Instagram Ex-Relou, Martin Bachelard revient accompagné de l'illustratrice Lucie Macaroni dans un ouvrage piquant qui recense et met en scène des échanges de messages entre ex-conquêtes. Si vous avez des choses à cacher, voici un indispensable qui va vous intéresser. Chez Maison Fait, exit les simples boîtes de rangement. Ici, les livres cachent bien d'autres choses que de belles histoires, car ce sont en réalité des trompe-l'œil. Bien au chaud dans la bibliothèque, ils passeront inaperçus, de quoi mettre à l'abri vos petits secrets ou simplement les clés de la voiture. En coulisses aujourd'hui, on joue à pile ou face avec les secrets de la Monnaie de Paris où sont frappées pièces et médailles dans la plus pure tradition. Aux abords de la Seine trône fièrement la plus vieille institution française. Vous la reconnaissez? C'est la Monnaie de Paris et elle existe depuis plus de 1150 ans. Derrière les murs de ce bâtiment plus tout jeune se cachent des trésors nationaux et internationaux. Mais avant de vous emmener dans les entrailles de cette vieille bâtisse et de pénétrer là où peu de personnes ont accès, notre guide Dominique, conservateur à la Monnaie, nous retrace l'histoire de ce lieu emblématique qui, à sa création en 864, faisait partie des 9 ateliers français de création de pièces. Progressivement, au fur et à mesure que la Monnaie de Paris, qui était voulue par Louis XV, parvenait à frapper de plus en plus de pièces de monnaie, il ne devenait plus utile d'avoir des ateliers répartis partout en France. Ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, la Monnaie de Paris est devenue le seul et unique atelier français. Aujourd'hui, la Monnaie de Paris a conservé ses fonctions d'atelier monétaire, mais la plus grande partie de leur travail de frappe de monnaie s'effectue dans leurs ateliers de Pessac en Nouvelle-Aquitaine, et à Paris sont par exemple fabriqués les Légions d'honneur et certains prix et trophées. Il est possible d'observer cet artisanat depuis l'exposition permanente, mais nous, on vous emmène de l'autre côté de la vitre pour observer de plus près les ciseleurs travailler sur le trophée Hermès. Et grâce à l'exposition, vous pouvez également observer la plus ancienne pièce de monnaie de la collection. Il s'agit d'un statère d'or frappé en Lydie, on est vers les années 540 avant notre ère, par le roi très connu du nom de Crésus, d'où l'expression que vous connaissez bien. Il était roi de Lydie et il a frappé cette monnaie avec un or qui était récupéré dans la rivière. Ce fleuve s'appelle le Pactole, donc riche comme Crésus, où gagner le Pactole tire leur origine, en fait, des origines même de l'histoire de la monnaie. On ne vous promet malheureusement pas de gagner le Pactole, en revanche, on vous promet que la suite de la visite vaut le détour. Attention, sécurité maximale, car nous allons pénétrer dans l'une des plus riches réserves de pièces de monnaie au monde. Oui, Dominique? Oui, le PC, bonjour, le médaillé. On va ouvrir les tiroirs. D'accord, ok. Merci. On vous avait prévenu, dans le médaillé, on ne badine pas avec la sécurité.
Le médaillé de la Monnaie de Paris est destiné à conserver toute la collection de monnaies historiques issues de la Cour des monnaies, de la Commission des monnaies et médailles. Cette collection est historique avec des monnaies qui remontent à l'Antiquité pour la plus ancienne, avec près de 70 000, sans doute davantage en fait, monnaies qui sont conservées ici. Et pour le coup, de par la nature précieuse de ces objets, personne, hormis quelques privilégiés dont je fais partie, peuvent pénétrer dans le médaillé en question. Et en vrai privilégiés que nous sommes, nous avons fait ouvrir quelques tiroirs à Dominique pour découvrir des trésors comme cet écu de Paris qui date de 1701. Maintenant que nous avons de l'or plein les yeux, nous laissons Dominique pour aller retrouver Bibiane pour s'aventurer dans les entrailles de la monnaie. J'espère que vous n'avez pas peur du noir, car nous allons pénétrer dans les égouts. Ici, on se trouve dans les égouts, qu'on appelle les égouts Antoine, parce que ces égouts ont été construits en même temps que ce bâtiment, entre 1769 et 1775, et par l'architecte Jacques-Denis Antoine. Et du coup, ces égouts ont une histoire particulière, puisqu'ils ont été désaffectés au XXe siècle et ont servi d'abri antiaérien pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Et du coup, tout au long justement de ces égouts, on a ces équerres qui sont installés tout au long du parcours, sur lesquels on posait justement des planches de bois, sur lesquelles venaient s'asseoir les monnayeurs ou les médaillés, ça dépendait justement de votre corps de métier. Et c'était pas tout, vous aviez également des plaques qui permettaient justement aux artisans de savoir où ils devaient s'asseoir, parce que tout était extrêmement organisé. Bon, on vous laisse là, car nous, on n'a pas peur du noir, mais quand même, on n'aurait pas envie de rester enfermés ici. Et là, ils sont en train de partir sans nous. Ce directeur artistique aux allures de savant fou du design d'intérieur, c'est Daniel Rosenstock. Mélange de genre explosif. Directeur artistique, auteur, collectionneur, conseiller de rédaction, Daniel Rosenstock est un insatiable touche-à-tout. Mais dans chacun de ces domaines, on y retrouve quelque chose de commun, son bon goût. Et on le remarque aussi chez lui, un appartement qu'il a entièrement pensé, un nid douillet aux allures de mini-musée. Daniel cultive son sens du style, un talent qu'il a certainement hérité de son enfance. J'ai eu la chance de grandir dans une famille d'esthètes pour qui l'environnement avait beaucoup d'importance. Donc j'ai grandi dans un appartement, on peut dire un très bel appartement. En plus, dans une maison très vivante, avec un sens de l'hospitalité très développé, toujours des grandes tablées, des gens qui venaient déjeuner, dîner, etc. Je tiens ce goût vraiment de cette époque-là. Il décide donc de devenir architecte d'intérieur. Mais très vite, Daniel s'aperçoit que ce métier n'est pas fait pour lui. Il préfère les objets de la vie quotidienne aux décors figés. Ce qui m'intéresse dans l'objet, c'est vraiment l'idée d'usage, d'abord. Et puis ensuite, c'est l'histoire de l'objet, son parcours, d'où il vient, ses racines, les savoir-faire. J'aime pas les objets qui sont uniquement la représentation narcissique d'un créateur ou d'un designer, un objet de plus. Ça, vraiment, je trouve que c'est complètement dépassé. Pendant 25 ans, Daniel prête son bon goût aux pages maison du magazine Marie-Claire. Là-bas, il développe son obsession pour l'objet utile. On s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de tout ça. Je pense que dans les greniers, dans les armoires de nos grands-parents, même dans tout ce qu'on a soi-même accumulé, si on faisait le tri, on s'apercevrait que vraiment, on a absolument tout ce qu'il faut. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, à la fois de designers, mais surtout de consommateurs, qui vont se servir là où les choses se trouvent. Et ça va énormément changer la vision de nos achats. En 2008, c'est le début d'une nouvelle aventure pour Daniel. On lui laisse carte blanche pour imaginer le tout nouveau concept store Merci. Ça a été une volonté vraiment de créer ce lieu, non pas du tout comme un magasin, mais comme un lieu de vie. Rendre les choses appropriables et pas intimidantes. C'est tout l'inverse d'un showroom. Vous voyez, le showroom où on sublimise
un canapé, voilà, le stylisme à côté est quelque chose de complètement improbable, qu'on n'aurait absolument pas chez soi, etc. Bon, ça, c'est pas du tout ma vision des choses. La présentation des objets est donc tout le temps réfléchie. Exercice pratique aujourd'hui avec Reka. Ils doivent installer une nouvelle table. Voilà, moi je vais les mettre. Reka travaille avec Daniel depuis 2004. À cette époque, elle faisait un stage à la rédaction de Marie-Claire. Daniel a toujours été très généreux, il aime beaucoup les jeunes, il aime beaucoup transmettre son savoir et donc à partager vraiment. Et il écoute aussi la vie des personnes, même ceux qui débutent, ça ne pose aucun problème pour lui. Donc c'était génial pour moi parce que j'ai beaucoup appris. Et la vaisselle qu'ils installent est une idée de Daniel. Il l'a imaginée après une longue réflexion sur les nouveaux modes alimentaires. On mange sur son lieu de travail, on grignote dans la rue, les repas à la carte, le fait que quand on est 4 personnes ou plus à dîner, chacun mange des choses différentes. Donc on a vraiment imaginé des contenants qui soient adaptés à toute cette réflexion, tous ces nouveaux comportements. Donc un puzzle, une assiette plateau qu'on peut transporter, et puis ensuite des éléments homothétiques qui s'emboîtent les uns dans les autres, un peu à la manière d'un puzzle, et qui permettent d'avoir toutes les formes de nourriture à disposition. C'est peut-être ça la force de Daniel, proposer plutôt qu'imposer, s'adapter et surtout ne pas changer. À sa manière, avec ses objets, il a fait de ce concept store une vitrine de notre époque. Bonjour Daniel. Bonjour Katharina. Alors vous avez fait les arts décoratifs, vous avez été architecte d'intérieur, mais quelque part ce métier ne vous correspondait pas parce que pour vous la décoration ou créer son intérieur ne correspond pas à des critères extrêmement fermes. Dès que je me suis retrouvé à travailler dans une agence d'archi intérieur, je me suis dit mais c'est pas du tout mon univers, c'est pas du tout ce que j'aime, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je comprenais pas comment les gens allaient vivre dans ce décor que j'allais leur imposer. En plus, à une période de ma vie où j'étais pas vraiment formé par rapport à je sais pas, un style, une personnalité, etc. Et moi, aujourd'hui, je dois dire vraiment humblement qu'il y a des choses que j'ai faites à cette époque-là dont je ne suis absolument pas fier. Alors aujourd'hui, vous proposez au moins 2 fois par an une exposition thématique à Mercy. Comment ça se passe concrètement? Parce que ces expositions sont beaucoup plus que des simples expositions. Elles sont un peu regardées dans le monde entier comme donneurs de, je ne veux pas dire tendance parce que c'est galvaudé comme mot, oui, mais en tout cas de courants assez précis. Bah, c'est-à-dire que, vous savez, dans nos métiers, qui sont des métiers comme ça, on essaye de capter un petit peu cette évolution dont on parle. Bon, il y a des signaux qui nous arrivent comme ça en permanence, j'appelle ça des signaux faibles, qui font qu'à un certain moment, on a suffisamment d'éléments pour comprendre qu'il y a vraiment un courant qui est en train d'évoluer. Alors ces courants, ils sont extrêmement variés. Hein, voilà. Et tout ça, ça fait qu'à un certain moment, il y a une évidence qui apparaît. Et c'est ça que j'ai envie d'exprimer à chaque fois. Alors ce sont des thèmes qui sont extrêmement variés. Parfois, c'est des thèmes un peu polémiques. Ça peut être un thème plus poétique, plus charme, etc. Derrière tout ça, il y a quand même le consommateur. Oui, donc, il y a des gens qui vont acheter des objets que vous proposez. Oui. Donc, il y a quand même un but commercial malgré tout. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas une expo à but non lucratif. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un but commercial. J'ai cette chance que pour les expos, en tous les cas, qui sont particulières, j'ai quand même une grande liberté. La thématique est primordiale. Bon, après, il faut l'illustrer. Mais c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Vers quoi vous voulez emmener alors le consommateur? D'acheter plus responsable, d'acheter moins pour acheter mieux? Ça dépend de la thématique. Déjà, c'est de lui faire
prendre conscience d'un phénomène. On part avec quelque chose. Et donc, c'est peut-être même plus profond. C'est-à-dire que... Donc, on part avec une pensée que vous avez mis derrière. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est la différence qu'il y a avec des expos dans des galeries ou surtout dans des musées. Alors, Daniel, on dit de vous que vous êtes un perfectionniste. Mais malgré ça, ou si c'est vrai, ce qui vous intéresse, c'est l'imperfection de l'objet. Ah, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Alors, moi, je ne suis pas un perfectionniste, je suis quelqu'un de très exigeant. Et j'adore l'imperfection. Parce que pour moi, l'imperfection, c'est l'accident de la vie. C'est ce qui fait que les choses sont vivantes. Puis j'aime les aspérités, j'aime les choses qui ne sont pas lisses, j'aime les chocs de culture, j'aime les mélanges. Voilà, voilà. Pour moi, ça, c'est une... Mais là, vous venez très bien décrire votre style, en quelques mots. Ça y est. Alors, je ne rajoute rien. Merci, Daniel. Mais je vous en prie. Pas la peine de danser le sirtaki pour que la graisse vous fasse tourner la tête. Rendez-vous à Paris pour découvrir toutes ces saveurs ensoleillées. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et pris un aller simple pour la Grèce sans quitter Paris. Lorsque l'on pense à la Grèce, pas besoin d'être un grand gourmand, on n'a qu'une chose en tête, la gastronomie. Et on aurait tort de s'en priver. Elle fait partie du fameux régime méditerranéen inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, sans s'encombrer du luxe des restaurants étoilés, des fruits et légumes frais, du fromage de brebis ou de chèvre et surtout de l'huile d'olive. Dans ce restaurant parisien, on l'utilise sans modération et parfois là où on ne l'attend pas. On utilise l'huile d'olive même pour les desserts. Quand en Crète, il n'y a pas beaucoup de beurre, on utilise l'huile d'olive. C'est plus léger. En fait, ça passe très bien. C'est aromatisé, c'est fruité. Bien sûr, il faut une bonne huile d'olive. Et oui, avec son petit accent certifié 100% crétois et son franc-parler, Vassili, le patron, vous fait voyager en quelques bouchées. Il a ouvert ce restaurant en 2002 pour faire connaître la cuisine de son île et l'huile d'olive qu'il produit là-bas. Dans les assiettes ou sur les tables, de nombreux aliments ont aussi fait le voyage. On fait importer aussi les yaourts, que c'est pas facile à trouver ici. On fait importer aussi le fromage, les feta de chèvre ou feta de brebis. Et les gens viennent ici pour chercher les qualités, soit au niveau boisson de vin, ou soit les plats de viande ou de poisson ou de notre spécialité, comme c'est les boulets de viande, les brochettes marinières, moussaka, l'agneau avec les légumes. Et vous l'aurez compris, il est peu probable que vous ayez encore un petit creux à la fin du repas. À ce propos, il paraît que le gâteau à l'orange et à l'huile d'olive est prêt. Que diriez-vous maintenant d'un petit tour dans le 16e arrondissement pour digérer tout ça ? Rue Georges Bizet, si vous prenez la peine de lever un peu les yeux, un monument massif en impose pas mal, malgré la coupole discrète. C'est la cathédrale grecque orthodoxe Saint-Étienne. Sa construction remonte à la fin du 19e siècle à la demande de Démétrius Kilisi, un riche patron de banque installé à Londres. Il voulait à l'époque que la diaspora grecque de Paris ait un lieu de culte. Et aujourd'hui, les paroissiens continuent de se presser aux messes, bien souvent prononcées en VO. Et si la prière ce n'est pas vraiment votre truc, vous pourrez toujours profiter du dépaysement une fois les portes poussées et admirer l'art religieux, bling bling juste ce qu'il faut, qui occupe chaque recoin de la cathédrale, des vitraux au tableau, en passant par les multiples reliques. Après ce festin du corps et de l'esprit, il faudrait peut-être faire un peu d'exercice. Direction la scène du théâtre du gymnase, changée en piste de danse une fois par semaine par la compagnie et académie Parthénon. Une trentaine de danseurs parisiens qui retrouvent leurs racines grecques et alentours sur les rythmes de chez eux. La danse grecque est composée vraiment de milliers de danses et on n'en finit jamais, de découvrir de plus en plus de mélodies de danse en fait. C'est une tradition vivante, c'est encore d'actualité. On va aujourd'hui, comme avant, à la fête du village ou de la ville. Et en fonction de la région ou du département ou du lieu, il y a ses coutumes et ses traditions. Et c'est une tradition, encore une fois, vivante. Ça veut dire que les pas de base ne meurent pas. Vous ne pensiez tout de même pas qu'il n'y avait que le sirtaki. Il existe des dizaines de danses différentes et autant de costumes.
La compagnie a déjà réuni près d'1 millier de tenues et continue d'en confectionner pour toujours plus coller au folklore local. Ce ne sont pas des professionnels, mais ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour se faire les ambassadeurs de la culture grecque. C'est un gros travail de recherche, tout simplement. C'est un gros travail de recherche sur la musique, mais effectivement aussi sur les costumes. Il y a un vrai travail de broderie et les gens sont souvent impressionnés, même en Russie. On a gagné un prix pour nos costumes. En tournée sur les scènes françaises et européennes, ces danseurs ne sont pas snobs pour autant et proposent des cours, même pour les débutants. Alors en attendant vos prochaines vacances, vous savez sur quel pied partir pour faire le plein de soleil. Derrière ces aspects champêtres, la paille est un matériau aux 1000 reflets qui vient embellir dans la tradition toutes les surfaces de nos intérieurs. On pourrait croire que la paille ne se trouve que dans les champs, mais non, elle peut aussi atterrir sur les étagères d'artisans d'art. Saviez-vous que la marqueterie peut être de paille ? Tout comme le bois, elle peut décorer des meubles, donner du cachet à un bijou, bref, on peut en mettre partout. Longtemps, la marqueterie de paille a été considérée comme un parent pauvre de celle de bois. Mais aujourd'hui, une poignée d'irréductibles artisans tente de lui rendre toutes ses lettres de noblesse, comme Célia, elle est une toute jeune marqueteuse. La paille, ça se présente sous la forme d'un tube creux qu'on vient fendre du coup, et qu'ensuite on va aplatir pour obtenir de très minces rubans de paille. Et pour recouvrir ce panneau de paille, il faut pas mal de brins, mais aussi un brin de patience, ce qui n'a pas l'air de déplaire à Célia. Ce que je trouve assez appréciable dans ce savoir-faire de la marqueterie de paille, c'est que c'est un aspect assez méditatif, dans le sens où on reste vraiment sur des gestes très répétitifs et du coup un bruit aussi vraiment caractéristique. Quand on est seul dans son atelier, c'est assez agréable. Après avoir fait des études d'art appliqué, il manquait quelque chose à Célia, le contact avec la matière. Elle a donc décidé d'apprendre la marqueterie, toutes sortes de marqueterie. Mais ce qui lui a vraiment plu avec la paille, c'est qu'elle peut s'appliquer sur différents supports. C'est une matière végétale qui est vraiment très souple. Et donc c'est vrai que là, sur du mobilier ou sur du panneau, on va être sur des surfaces planes. Mais après, c'est une matière qui permet aussi, de par sa souplesse, de pouvoir le plaquer sur des supports courbes et en volume. Donc c'est une caractéristique qui est vraiment particulière à la paille. Mais puisque la paille est une matière naturelle, notre créatrice doit aussi composer avec ses défauts. D'une paille à l'autre, on va avoir des largeurs de brins qui sont plus ou moins fins, plus ou moins larges. Et même au niveau des épaisseurs de la matière, on va en avoir qui sont beaucoup plus fines et plus souples que d'autres qui vont être beaucoup plus épaisses et beaucoup plus rigides aussi. Il y a aussi des défauts sur les brins de paille, des petites cassures parce que la matière s'est pliée. Et donc du coup, c'est des choses qu'on voit sur un panneau après quand on l'applique sur un mur ou sur un meuble. On ne sait jamais en fonction des lots ce qu'on va avoir. Et donc après, faut trier. On a fait la liste de ses défauts, mais il ne faudrait quand même pas la vexer, la matière. Il faut aussi dire que la paille a beaucoup de qualités. C'est vrai que d'aspect, elle a l'air vraiment très fragile. Et au final, c'est une matière qui, au quotidien, vit très bien, à la fois sur du mobilier et sur du revêtement mural. Donc c'est des matières qui vieillissent très bien au toucher. Après, c'est vrai que quand on est sur du mobilier qui va vivre vraiment tous les jours comme une table, forcément, on va éviter de cogner trop fort la pièce parce qu'on va venir marquer, ou alors quand on met un verre d'eau, si on a un peu d'eau qui se met sur la marqueterie, on va venir essuyer. Mais du coup, c'est comme pour un beau meuble en bois. On reste assez précautionneux de la matière et du coup, on évite de la cogner sans arrêt. Et puis, ça serait cruel de lui faire ça, surtout que la paille a des composants presque magiques. C'est une matière qui est naturellement très brillante. Donc il n'y a pas de vernis à appliquer sur les meubles une fois qu'on les a fait en marqueterie de paille. En fait, dans la matière, il y a un vernis de silice déjà présent. Et donc c'est ce qui donne cette caractéristique, cette brillance.
Et selon les motifs, les effets lumineux ne seront pas les mêmes. Qui aurait pu croire que la paille puisse autant vous éclairer? Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!